Voilà, donc, qu'est-ce qu'un témoin? On parle de témoin sans arrêt. C'est-à-dire qu'il arrive qu'on m'interroge sur mon travail en me disant « vous qui êtes témoin ». Or, je suis témoin de rien du tout. Enfin, si, je suis témoin de beaucoup de choses, mais certainement pas dans le cadre de mon travail où j'espère faire un travail d'histoire. Cette inflation du témoin a eu un certain nombre de conséquences, et notamment celle de susciter des scandales. En 2005, un énorme scandale a éclaté en Espagne. Un homme, Enric Marco, qui se prétendait survivant du camp de concentration nazi de Flossenbürg, qui avait témoigné des centaines de fois de son expérience concentrationnaire dans les écoles, qui avait écrit ses souvenirs, qui était devenu le président de l'amicale de Mauthausen en Espagne, se révélait être un imposteur. L'amicale de Mauthausen parce que, très rapidement, un certain nombre de républicains espagnols qui avaient trouvé refuge en France après leur échec lors de la guerre d'Espagne, ont été déportés, 7-8 000, pratiquement tous dans ce camp de Mauthausen. Certes, Enric Marco avait séjourné en Allemagne nazie, mais pas comme déporté, comme travailleur volontaire, dans le cadre d'un accord qui avait été passé entre Hitler et Franco pour solder la dette que Franco avait contractée en échange de l'aide qu'Hitler lui avait apportée dans la guerre civile. Et alors qu'il était travailleur volontaire en Espagne, Enric Marco avait connu, pour des faits de droit commun, la prison. Enric Marco n'est pas le seul imposteur célèbre. Il rejoint deux autres imposteurs que vous connaissez peut-être. Le premier, Benjamin Wilkomirski, et le ou la seconde, Mischa de Fonseca. Certes, me direz-vous, il y a toujours eu des imposteurs, grands ou petits, des hommes ou des femmes qui usurpent des identités. Par exemple, l'histoire a gardé la trace de Martin Guerre. Mais, et c'est ça qui m'intéresse, comment expliquer que certains choisissent de s'incarner en survivants de camps de concentration ou en juifs victimes de la Shoah? Et comment expliquer que ces impostures rencontrent un tel succès dans l'opinion publique? Qu'est-ce que nous disent ces impostures sur cette figure incontournable de notre présent qui est celle du témoin? Alors je vais revenir un peu sur ces trois impostures. Wilkomirski d'abord, 1995, paraît en français, mais il était paru d'abord en allemand. Wilkomirski était un Suisse de Zurich, de la Suisse allemande, enfin alémanique. Un court récit qui s'appelle « Fragments, une enfance, 1939-1948 ». Et ce livre est traduit en 9 langues chez les plus grands éditeurs. La critique lui reconnaît une extraordinaire qualité littéraire et tout le monde dit que pour la première fois, on entend la voix d'un enfant qui a survécu et qui décrit par petites touches, par fragments, les traces indélébiles qu'a laissées son séjour dans les camps. Et Wilkomirski est une illustration impeccable de la question du trauma, comment le trauma affecte le souvenir et comment le trauma est indépassable. Il reçoit tous les prix prestigieux et à Paris notamment, c'est Simone Weil qui lui remet, qui va être panthéonisé le 1er juillet, pas pour ça, hein, qui lui remet le prix Mémoire de la Shoah en disant
Et elle parle d'expérience, que vous savez que Simone Veil a survécu à Auschwitz. On s'est toujours demandé ce qui était arrivé aux enfants. Grâce à vous, on le sait. Et Benjamin Wilkomirski a parcouru le monde entier, les États-Unis notamment, pour raconter son histoire bouleversante. Misha, maintenant, Misha de Fonseca. 1997, elle publie aux États-Unis Misha, A Memoir of Holocaust, traduit en 18 langues, en français sous le titre de Survivre avec les loups, best-seller, dont la réalisatrice française Vera Belmont a tiré un film en 2007. Alors je le dis tout de suite, moi je n'ai jamais lu Misha de Fonseca parce que ça appartient à la littérature populaire qui ne rentre pas dans le canon de ce qu'on étudie généralement sous le terme de littérature de l'Holocauste, et je le dis tout de suite, bien évidemment, on a tort. Alors que Fragments de Wilkomirski, dès la parution du livre, il y a eu des gloses et des gloses et des gloses sur le caractère, parce qu'on considérait que ça avait un véritable caractère littéraire, que c'était un grand livre, donc tout le monde l'a lu, moi aussi. Donc il y a des statuts différents de ces œuvres. Mais ce n'est pas parce que c'est de la littérature populaire que ça se vend moins bien, et Misha de Fonseca s'est vendu beaucoup mieux que Wilkomirski. Alors ceux qui connaissent bien l'histoire ou la littérature qu'on va appeler, comme les Américains pour faire vite, littérature de l'Holocauste, doutent. Mais surtout de Misha de Fonseca. Mais dans un premier temps, ils sont inaudibles. Jusqu'au moment où un homme plus indigné ou plus pugnace mène une enquête, démontre de façon incontestable l'imposture et rend le scandale inévitable. Pour Wilkomirski, ça a été un journaliste, suisse bien sûr, Daniel Gansfried, qui lui était fils de déporté et qui avait été troublé par les larmes de Wilkomirski. Wilkomirski, quand il racontait, pleurait abondamment. Et Gansfried avait remarqué que les déportés qui racontaient leurs souvenirs ne pleuraient pas. Donc c'est ce détail qui avait attiré son attention. Et une enquête a été confiée à un historien, Stéphane Mechler, qui a été publié en allemand et en français, et on a su ce qu'était l'histoire de Wilkomirski. Je vais y revenir. Marco, maintenant. Marco, c'est aussi un historien qui trouve que son histoire est un peu bizarre. Et en mai 2005, au moment où va se dérouler la grande cérémonie du 60e anniversaire de la libération par les Américains du camp de Mauthausen, donc je vous l'ai dit, c'est là que la majorité des déportés se sont retrouvés, un historien qui s'appelle Bernito Bermejo, qui est le spécialiste de la déportation des Espagnols à Mauthausen, qui vient d'ailleurs de publier en français un livre passionnant sur un homme qui s'appelait Boix, B-O-I-X, et qui a fait des photos à Mauthausen, les photos de la libération de Mauthausen, et qui a réussi à garder des photos qui avaient été prises par des nazis. Donc c'est Bermejo qui rend public l'imposture. Et Misha, alors Misha, le scepticisme avait été aux États-Unis d'emblée exprimé par les spécialistes de l'Holocauste, notamment un très très grand spécialiste de cette littérature qui s'appelle Lawrence Langer, mais c'est un spécialiste des loups qui a rouspété, parce que le récit de Misha de Fonseca, c'est qu'elle va à l'Est pour retrouver ses parents et elle est protégée par les loups qui elle tête à la mamelle les loups. Et les spécialistes des loups disent non, c'est pas possible. Et on apprend des choses quand même très intéressantes quand on fait de l'histoire. On apprend que des louves peuvent avoir des grossesses nerveuses et que dans ce cas-là, leurs mamelles peuvent être engorgées. Donc il est possible qu'un nourrisson tète une louve, donc acte Rémus et Romulus, c'est possible, mais pas un enfant de 8 ans.
donc pas Mowgli par exemple. Et c'est après que les spécialistes des loups aient attiré l'attention sur l'invraisemblance de cette histoire qu'un historien, le regretté Maxime Steinberg, qui était un de mes amis, un historien belge, puisque c'est une histoire, enfin je ne peux pas dire que c'est une histoire belge, mais elle était belge, qui a disséqué cette imposture. Chacun de ces imposteurs a attiré des écrivains. Et ça me semble normal, car ce qu'il proposait, c'était déjà une fiction. Ce fut Elena Lapine pour Wilkomirski, L'homme qui avait deux têtes, 2000. Ce fut un roman dont je ne peux, un roman vrai, enfin un récit, d'un grand écrivain espagnol dont je vous conseille vraiment la lecture, qui s'appelle Javier Cercas, 2014, L'imposteur, donc écrit en espagnol, traduit en français et je suppose aussi en d'autres langues. Et puis pour Micha, Lionel Duroy, bon écrivain français, La véritable histoire de Micha de Fonseca. Les trois écrivains racontent les enfances saccagées de leurs héros. Yvonne Grosjean, fille-mère dans une Suisse puritaine, abandonnée par le géniteur de son fils, Bruno, est contraint de l'abandonner. Et Bruno Grosjean est adopté par le couple de Secker. C'est Wilkomirski. Micha de Fonseca, en réalité Monique Deval, était née en Belgique de parents catholiques. Elle avait 4 ans quand ses parents ont été arrêtés. Son père résistant aurait, sous la torture, donné tous les membres de son réseau avant d'être emprisonné à Cologne et dans diverses prisons. Il meurt à la fin de la guerre, comme sa mère, déportée, elle, à Ravensbrück. La fille du traître, comme on l'appelait en Belgique, a été élevée par un grand-père, puis par un oncle. Quant à Henrik Marco, l'imposteur de Javier Cercas, il a été mis au monde dans l'asile psychiatrique où sa mère, à l'équilibre fragile, a passé de longues années avant de mourir. On a donc 3 personnes à l'enfance irrémédiablement blessées qui s'inventent un autre malheur que le leur. Pourtant, ces impostures dépassent les histoires individuelles, les romans familiaux qu'on peut s'inventer, car elles interrogent aussi sur la réception enthousiaste de ces impostures. Et elles permettent, ces 3 impostures, de mesurer la place qu'a tenue dans nos sociétés, à partir de la fin des années 70, surtout des années 90, le témoin survivant, une place incomparable qui fait bien de ces années une ère du témoin, comme j'ai intitulé mon essai publié il y a déjà, oh là là, presque 20 ans, non 20 ans. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est possible de dater l'apparition du témoin historique si on entend par témoin historique celui qui raconte ce qu'il a vu ou ce qu'il a vécu. Alors les littéraires, mais ce n'est pas interdit aux gens qui ne sont pas des littéraires de lire aussi l'œuvre d'un des, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, essayistes, pour lequel j'ai la plus vive des admirations, qui est Philippe Lejeune. Philippe Lejeune est le grand spécialiste des écritures de soi, de toutes les écritures de soi. Et il pointe le passage à la fin du XVIIIe siècle du rôle de chroniqueur à celui de témoin. Selon lui, le chroniqueur, c'est un notable, souvent un notable de second rang, qui s'institue soit au niveau local ou régional ou même national, le scribe de la vie collective. Et c'est lui qui va rassembler l'information qu'il glane autour de lui. Donc c'est quelqu'un qui cherche de l'information en y ajoutant, mais pas toujours,
son témoignage à lui. On a donc dans ces chroniques la mémoire immédiate. Ces chroniques vont être concurrencées par un nouvel acteur qui est la presse. La presse moderne concurrence la chronique dans la mesure où c'est elle qui va rendre compte de ce qui se passe. Et finalement, elle tue la chronique. La Révolution française, dit Philippe le Jeune, enfin écrit Philippe le Jeune, marque la fin des chroniqueurs et l'apparition d'un nouveau personnage, le témoin, et en particulier le soldat de base des guerres de la Révolution et de l'Empire, qui se limite en principe à ce qu'il a vu lui-même, à sa participation personnelle à l'épopée collective. Et Philippe le Jeune dit que l'acte de naissance officielle du témoin est peut-être la proclamation de Napoléon le 3 décembre 1805 aux soldats survivants, parce qu'il y a eu beaucoup de morts, de la bataille d'Austerlitz. Il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour qu'on vous regarde et dise « Voilà un brave ». Dès lors, le témoin est encouragé à dire ce que ne peut pas dire la presse, ce que seul le jeu peut exprimer, la bravoure dans les combats ou la détresse au cœur des catastrophes. Alors, l'engouement pour le témoin fait que on s'est mis à aller rechercher les témoignages des époques plus reculées. Et ça, j'ai trouvé sur Internet. Internet démultiplie la possibilité de chercher. Donc j'ai trouvé un formidable article, un vrai article, pas une notule de Wikipédia, d'un historien que je ne connais pas, qui s'appelle François Houdocek, c'est presque un nom d'ici, finalement, qui est l'historien en charge de l'édition de la correspondance de Napoléon, et qui a eu l'idée, en voyant l'intérêt qui a été porté par les historiens au témoignage des conflits du XXe siècle, guerre de 14-18 et Seconde Guerre mondiale et Shoah, d'aller voir ce qu'il en était pour les guerres napoléoniennes. Alors, il constate d'abord que seuls 10% des combattants des armées napoléoniennes savaient écrire. C'est pour témoigner, enfin, à l'époque où il n'y a pas de SMS ou de e-mail, il faut savoir écrire. Donc 10%. Ça limite donc le nombre possible d'écrits de témoignages. Et il a étudié les témoignages donc écrits par des soldats survivants de la campagne de Russie, qui a été une campagne extrêmement meurtrière. Il a compté, il a trouvé 262 mémoires. Et il dit que même rapporté à la pratique de l'écrit et au nombre de survivants, 10 à 15% des effectifs engagés. C'était vraiment des hécatombes. Donc il écrit que c'est une faible proportion par rapport à ceux qui envahirent la Russie en 1812, 650 000 à 700 000 soldats. Donc très peu de témoignages. En fait, le début du témoignage de masse d'une population masculine totalement alphabétisée, c'est la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. Et c'est aussi, dans le même temps, les débuts de l'intérêt pour le témoignage avec le grand livre de Norton Crue, Témoins, essais d'analyse et de critique des souvenirs de combattants édité en français de 1915 à 1928. C'est un livre qui date de 1929. Je dois dire tout de suite que si j'ai toujours lu les écrits de Philippe le Jeune, parce que j'ai toujours trouvé très éclairant ce qu'il écrivait sur les écritures de soi, quand j'ai fait ma thèse, tardivement, comme j'aime à le dire à un âge canonique au sens propre du terme, quand j'ai fait ma thèse, c'est Norton Crue qui m'a inspiré.
Et j'ai fait tout un chapitre, 200 pages à peu près, sur les premiers témoignages de déportés, en reprenant un peu le modèle de Norton Crue. Donc Norton Crue, donc ma thèse, elle est parue sous le titre de Déportation et génocide entre la mémoire et l'oubli en 92. Et j'ai donc regardé les premiers témoignages de la déportation dans les camps de concentration, comme dans ce que Raoul Hilberg appelle les centres de mise à mort, c'est-à-dire les lieux qui étaient là uniquement pour assassiner les Juifs. Norton Crue avait établi une liste de 304 ouvrages inspirés par la Grande Guerre, publiés entre 1915 et 1928. La recension de Norton Crue n'était pas exhaustive. Il avait supprimé les ouvrages publiés en province, par exemple. Et moi, j'avais supprimé quelques livres, notamment ceux écrits en langue yiddish, et j'avais trouvé une 50aine de volumes. Mon corpus ne couvrant que 3 années, celle de l'immédiate après-guerre. Donc, en gros, je ne voyais pas une grande différence entre le mouvement d'écriture des survivants de la déportation et celui qui a suivi la Grande Guerre. Et ça me permettait de tordre le cou à cette idée qui était celle que les rescapés, les survivants, n'avaient pas voulu parler, n'avaient pas voulu témoigner. La différence, elle était dans la réception. En fait, il y a eu un énorme marché pour le livre de Poilu, énorme. Tout simplement parce que vous aviez eu tous les jeunes gens en âge de porter les armes avaient été passés par les tranchées ou par les batailles de la guerre de 14-18. Il y avait aussi des gens très cultivés, des écrivains, et on peut en citer beaucoup dans la guerre de 14-18, des personnes qui ont été à la guerre alors qu'ils étaient déjà des écrivains et qui avaient donc une capacité d'écrire, ce qui n'était pas le cas des déportés. Je pense que la seule exception de vrais écrivains déportés, pas de quelqu'un devenu écrivain, parce que je n'aurais pas Clara, qu'on m'accuse d'oublier Primo Levi ou Kertész, hein, pas quelqu'un devenu écrivain après, je parle de quelqu'un écrivain avant. C'est Kérol, Jean Kérol, et d'être à Prague m'inspire en disant que pour lui, et c'est intéressant de voir qu'un écrivain n'est pas comme quelqu'un qui n'a pas lu ou pas écrit, il dit que c'est la colonie pénitentiaire de Kafka qui lui a permis de voir ce qui se passait à Mauthausen. Donc un écrivain a des outils pour raconter qui ne sont pas ceux de celui qui n'a pas été dans les grandes écoles ou qui n'a pas lu beaucoup, qui n'est pas écrivain. En revanche, pour des tas de raisons, et à quelques très rares exceptions près, il n'y a pas eu de marché d'acheteurs et de lecteurs pour les écrits de survivants des différentes déportations, à quelques très rares exceptions près. Hein. Par exemple, David Rousset a eu un prix avec l'univers concentrationnaire, si bien que le flux s'est tari parce qu'ils n'étaient pas édités. Alors, la comparaison que je viens d'établir entre ceux de 14-18 et ceux de 14-18 et les survivants de la déportation ou du génocide est pourtant une comparaison fallacieuse. Caractère massif de ces deux mouvements d'écriture, mais le statut du témoin n'est pas le même après 14-18 et avec le génocide des Juifs. Le témoin est petit à petit devenu une figure prégnante, la figure de celui qui dit l'histoire pour édifier le monde présent. Et c'est à partir de cette figure-là qu'on s'est mis à redécouvrir les témoignages
des périodes antérieures. Alors, très rapidement, une petite histoire. Je parle jusqu'à quelle heure? Moi, je peux parler toute la nuit. Hein. Une demi-heure, d'accord. Témoignez. Témoignez, écrivez. C'est l'injonction qui est attribuée au grand historien de l'histoire des Juifs, qui est Simon Doubnov, traduit dans beaucoup de langues. Hein, il a écrit en russe, mais toute l'œuvre historique de Doubnov a été, en tout cas, traduite en français. C'est ce qu'il aurait dit, juste avant d'être assassiné en décembre 1941 dans le ghetto de Riga. Hein, en yiddish, c'est « schreibt und verschreibt », ça ressemble beaucoup à l'allemand. Hein, donc ça redouble une injonction à écrire. Immanuel Ringelblum maintenant. Immanuel Ringelblum, c'est un historien et un militant du mouvement sioniste ouvrier, du Poale Zion, qui est à Varsovie, dans le ghetto de Varsovie. Et il note dans sa chronique, dans son journal, tout le monde écrivait. Et à l'intérieur, au cœur de la Shoah, tout le monde écrivait. Alors on va distinguer entre les diaristes impénitents, comme le philologue Victor Klemperer, qui, sa vie durant, a tenu un journal, même si on n'a publié que son journal de la période du nazisme, Mes soldats de papier, journal de 33 à 41, et je veux témoigner jusqu'au bout, journal de 41-45. À partir de ces notes quotidiennes, Klemperer, vous le savez peut-être, a construit un essai très important sur la lingua tertii imperii, la langue du Troisième Reich. Emmanuel Ringelblum, lui, n'est pas un diariste impénitent. D'habitude, il ne tenait pas son journal. Mais il a l'intuition, dès 1939, qu'une page inédite s'ouvre dans l'histoire des Juifs de Pologne. Et cette intuition est partagée par beaucoup d'autres. Dans le ghetto de Varsovie, Ringelblum a mis sur pied une organisation de résistance très particulière qui s'est appelée Oneg Shabbat, allégresse du Shabbat. C'est une organisation de résistance qui s'est donnée pour objectif de recueillir tous les documents existant sur le ghetto, d'archiver. C'est une organisation d'archivage. Et dans cet archivage, il y a tous les documents administratifs du Judenrat, du Conseil juif, du ghetto de Varsovie, qui fonctionne un peu comme une municipalité sous emprise allemande. Mais il y a les programmes des spectacles, il y a les comptes rendus des diverses organisations, il y a les petits journaux de la résistance, et puis il y a aussi des journaux intimes qui sont tenus par des juifs. Et ailleurs que dans le ghetto de Varsovie, on tient aussi des journaux. Puisqu'on est à Prague aussi, il y a eu énormément de journaux qui ont été écrits à Térésine, et c'est à partir de ces journaux que Saul Friedlander, qui est né dans cette ville, j'y reviendrai, a écrit sa grande œuvre, l'Allemagne nazie et les Juifs. Certains des écrits ont été perdus, mais beaucoup ont été retrouvés. Le premier qui s'est penché sur ces écrits testamentaires, c'est un Polonais, immigré en France, qui s'appelle Michel Borwicz. Il a
écrit une thèse de sociologie, écrit de condamner à mort sur l'occupation allemande, 1939-1945, une thèse qu'il soutient en 1953, et il note qu'après chaque déportation, lorsque les ruelles du ghetto étaient saturées d'un silence de sang et les logements imprimés du vide créé par l'absence de milliers de personnes fraîchement arrachées, les détachements allemands spéciaux confisquaient les meubles et les biens abandonnés. Sur les trottoirs traînaient alors des débris provenant de l'inventaire pillé. Parmi eux, on pouvait souvent apercevoir des feuilles couvertes d'écriture. Prises dans des trous et des tiroirs divers par les guerriers et jugées par eux sans valeur, elles furent jetées dehors, vouées à l'anéantissement. C'est probablement de cette façon que succombèrent les nombreux écrits dont nous connaissons l'existence, parfois les titres et les thèmes, mais qui ne se trouvent plus dans aucune collection conservée. Donc Borovitch date de juillet 1942, la grande vague des écrits des ghettos, comme la mutation du contenu. Jusqu'en 1942, on croit que l'Allemagne perdra la guerre. Dans le ghetto, on a toujours été convaincu que l'Allemagne perdrait la guerre, surtout après juin 1941, c'est-à-dire après l'invasion de l'Union soviétique. Mais après juillet 1942, on est toujours convaincu que l'Allemagne perdra la guerre, mais on est convaincu aussi qu'il n'y aura plus de juifs pour fêter la victoire. Et la question de ces écrits testamentaires, c'est la question de laisser une trace d'un peuple qui aura disparu. Empêcher que ce peuple soit rayé de la mémoire du monde. Et c'est un historien qui s'appelait Ignacy Schipper, qui avait été déporté à Maïdanek et qui aurait déclaré, tout ça c'est des paroles qui sont rapportées, nous aurons la tâche ingrate de prouver à un monde qui refusera de l'entendre que nous sommes Abel, le frère assassiné. Et la présence de Clara Royer dans la salle me fait bien évidemment penser aux témoignages du dernier moment, qui sont ces témoignages des Sonderkommando, des commandos spéciaux qui avaient la charge de traiter les cadavres et qui ont enfoui sous la terre des témoignages qui ont été retrouvés à des périodes diverses et qui ont servi à écrire, je pense, si je dis une bêtise, le scénario du fils de Saul. C'est exact. Bon. Donc, ces textes, ils usent de toutes les formes littéraires. Le journal, la poésie et même le roman. Certains des écrits sont traduits en français et certains, et c'est Sol Friedlander qui le montre, s'arrêtent au milieu d'une phrase ou d'un mot au moment où l'auteur est arrêté pour être déporté ou assassiné. Le chercheur David Ruskies, qui est un grand spécialiste de la littérature yiddish du Ruhrben, de la Shoah, parle à l'égard de ces textes, de ces écrits testamentaires, de loi des Shemes. C'est un terme yiddish qui a été construit sur la racine hébreu Shem, le nom. Les Shemes, c'étaient les textes qui contenaient le nom de Dieu et qu'il était interdit de détruire, enfin le nom de Dieu qu'on n'avait pas le droit d'écrire non plus, bon, et qui devaient être inhumés. Par exemple, on retrouve de temps en temps ce qu'on appelle des Génisia, c'est-à-dire des Torahs qui ont été enterrés, des textes sacrés qui ont été enterrés. Et David Ruskies dit qu'il y a eu un transfert de cette loi des Shemes du domaine religieux au domaine profane. Et c'est plus le nom de Dieu qu'il faut préserver, mais la trace d'un peuple et d'une culture anéantie. Alors cette littérature qu'on appelle en yiddish la Ruhrben-Literatur, la littérature de la destruction, est contemporaine de la Shoah. Les témoignages au cœur de l'extermination ont généralement trouvé peu de lecteurs.
même si certains, et je pense notamment à ces fameux textes des Sonderkommando qu'on a parfois surnommés les rouleaux d'Auschwitz, comme les rouleaux de la Torah, ont été republiés et sont toujours disponibles. Par exemple, en français, ils ont été republiés sous le titre « Des voix sous la cendre ». Mais ils n'entrent pas dans ce que j'appellerais le canon. Le canon, ce sont les textes étudiés partout, et notamment étudiés dans les écoles. Et dans ce canon, on préfère la littérature concentrationnaire, par exemple, l'admirable, si c'est un homme de Primo Levi, qui figure de temps à autre au programme du baccalauréat littéraire, ou surtout le journal d'Anne Frank, traduit dans toutes les langues, qui vient de faire l'objet d'une BD, paraît-il, extraordinaire de deux Israéliens, qui vient d'être publié, ou le journal d'Enelbert. Pourquoi? Parce que ce sont des écrits avec une belle écriture. Anne Frank voulait devenir écrivain, elle avait retravaillé son journal, mais surtout, ils ne sont pas désespérants. Ils ne sont pas écrits dans un territoire de mort, pour reprendre le titre du livre de Dov Kulka. Vous voyez, je suis très pragoise. Hein. Et ce sont des récits qui ont été écrits à la périphérie de la destruction, des récits d'adolescentes ou de jeunes femmes qui s'éveillent à la vie et à l'amour et dont l'éveil est contrarié par la persécution. Donc le lecteur se passionne pour ces vies rendues plus intenses par l'horizon tragique, mais ce sont des récits du lager, du camp, comme Primo Levi appelle toujours le camp où il a été détenu, qui était un sous-camp d'Auschwitz, celui de Monowitz. Alors des témoignages, il y en a beaucoup, mais c'est le procès Eichmann qui va, et là je commence à aller très vite, qui va marquer ce que j'ai appelé l'avènement du témoin. Et cet avènement est consubstantiel à l'épanouissement de la mémoire du génocide, qui est d'abord une mémoire juive, avant de devenir une mémoire américaine, israélienne et européenne. C'est le procès d'Adolf Eichmann que Ben Gourion, Premier ministre israélien, a qualifié de Nuremberg du peuple juif, qui marque la constitution de la Shoah ou de l'Holocauste, du génocide. On peut discuter de ces termes si vous voulez, en événement distinct dans la Seconde Guerre mondiale. Si vous regardez ce qu'ont été les très très nombreux procès de l'après-guerre, qui ont commencé par le procès de Kharkov avant même que la guerre soit terminée, et qui se sont surtout épanouis avec le grand procès international de Nuremberg. Vous voyez que le génocide des Juifs n'est pas absent, mais il n'est perçu que comme une des modalités de l'ensemble de la criminalité nazie. Et c'est le procès Eichmann qui, le premier pour un grand public, constitue le génocide en événement distinct. Le procureur israélien, qui s'appelait Gideon Osner, a choisi un procès qui raconterait toute l'histoire de la persécution, de la destruction, de l'arrivée de Hitler au pouvoir jusqu'à la libération des camps. Et il a souhaité que viennent à la barre autant de témoins qu'il était possible d'en faire venir. Et la personne qui l'a influencé, c'est une femme qui s'appelle Rachel Auerbach, qui est une des 3 survivantes de l'entreprise d'archivage de Ringelblum dans le ghetto de Varsovie. Le grand historien qui est aux États-Unis, qui s'appelle Samuel Kassoff, qui a écrit un livre passionnant qui s'appelle « Qui écrira
notre histoire sur la petite bande de camarades autour des Ringelblum, prépare actuellement une biographie de Rachel Auerbach, et je pense que ça devrait être passionnante. Donc c'est elle qui a joué le rôle décisif en convainquant qu'il fallait faire parler les témoins et que le procès devait raconter l'histoire par la voix des témoins. Et ce procès va avoir comme conséquence d'abord de rendre pour la première fois à l'expérience de ceux qui avaient survécu à la Shoah leur dignité. Il faut savoir que dans tous les pays, les survivants n'ont pas été bien accueillis. On a considéré que, pour avoir survécu, ils avaient fait des choses indélicates. Et en Israël, par exemple, on les a surnommés les savons. Les savons parce qu'il y avait ce mythe dont on a su que ce n'était pas la vérité, qu'on avait fabriqué avec la graisse humaine des savons. Simone Veil raconte que personne ne voulait l'écouter, et elle raconte qu'un historien avec qui elle conversait avait, d'une façon gourmande, voulu l'interroger sur des expériences sexuelles qu'elle aurait connues à Auschwitz. Donc il y avait une sorte de suspicion, et nulle part les témoins ont été bien accueillis. Et puis, on a aussi considéré que un certain nombre d'entre eux avaient été capots dans les camps, ou membres de la police juive dans les ghettos, ou membres des conseils juifs. Et ceux-là, ils ont été jugés à la fois dans les camps pour personnes déplacées, avec des jugements qui n'avaient pas de valeur juridique, mais où la condamnation était le herem, l'excommunication. C'est le cas, par exemple, on va rester pragois, enfin tchèque, c'est le cas, par exemple, de Murmelstein, qui a été le dernier doyen du Judenrat, du Conseil juif de Térésine, et qui ensuite a été excommunié. Il était rabbin, hein, donc il n'a pas pu continuer, bien évidemment, à être rabbin, mais excommunié, vous ne pouvez même pas être enterré sur une terre juive, enfin dans une partie juive du cimetière. Donc il y a eu des jugements, des procès. Et c'est le procès Eichmann qui a rendu la dignité à l'expérience des survivants. Et c'est aussi avec le procès Eichmann qu'on a considéré que les survivants pouvaient dire l'histoire, que le témoin était porteur d'histoire. Alors, très rapidement maintenant, fin des années 70, ce sont les années de retour aux racines de tous les groupes, notamment aux États-Unis. Et ce sont les années où est projeté, où est diffusé à la télévision le feuilleton Holocauste. Et Holocauste, diffusé par toutes les télévisions du monde, provoque une émotion considérable. Mais il suscite aussi, notamment dans une organisation de survivants aux États-Unis, l'idée que l'histoire qui est racontée, celle d'une famille de bourgeois allemands assimilés, n'est pas leur histoire. Et c'est à partir de la diffusion du feuilleton Holocauste que naît l'idée qu'on va enregistrer les témoignages. Et c'est la première antenne de témoignages vidéo qui est organisée très vite à New Haven, et grâce au fait qu'une des premières interviewées qui s'appelait René Hartmann, qui était de Bratislava, et qui avait épousé Geoffrey Hartmann, grand professeur de littérature, grâce à cela, Yale a pris en charge cette collecte, à la fois scientifiquement, mais aussi en ménageant une place à ces témoignages vidéo dans la bibliothèque de l'université. Ce sont les Fortunoff Video Archives de Yale. On y reviendra, ça vous intéresse. 10 ans après, c'est Spielberg qui
filme, en partie à Cracovie, la liste de Schindler, et qui promet qu'il va se consacrer aussi à la collecte de témoignages. Et c'est la Spielberg Foundation qui va recueillir une 50aine de milliers de témoignages avec l'idée, c'est un peu comme la loi d'Eshemech, avec l'idée que tout survivant défini comme personne juive ayant vécu sous la botte nazie doit témoigner. Alors, vis-à-vis de ces témoignages, les historiens ont manifesté une immense méfiance. Quand Jeffrey Hartman a monté à la fin des années 70 son groupe d'interviews, aucun historien n'a voulu le rejoindre. Ceux qui ont été actifs ont été des psychanalystes. Le dispositif était d'inspiration analytique, on y reviendra si vous voulez, et les littéraires, fascinés par la beauté du récit, par cette parole-là. Donc, Dory Loeb, Laurence Langer, toute personne, si vous vous intéressez aux témoignages, qui ont écrit des ouvrages d'une très grande importance. Aujourd'hui, les historiens adorent les témoignages, au point même qu'ils ne les critiquent jamais. C'est-à-dire que cette idée, si vous voulez, l'histoire comme discipline, c'est quand même, elle est née de la critique des sources. C'est quand même, en principe, notre, disons, notre caractéristique professionnelle. Mais le témoin, on ne critique plus. Et il existe même un très grand engouement à l'égard de ces témoignages. Exemplaire de cet engouement, le dernier ouvrage de Christopher Browning, à l'intérieur d'un camp de travail nazi, qui n'est écrit que à partir de témoignages écrits ou témoignages oraux. Mais d'une façon générale, on publie énormément de témoignages et on redécouvre et on découvre pour les événements d'histoire plus récents la valeur de ceux qui ont été les victimes. C'est aussi parce qu'aujourd'hui, on aime ce qu'on appelle l'histoire par le bas. Non plus l'analyse des grands événements remis dans une perspective temporelle, mais les effets de ces événements sur les personnes. On me dit très souvent « Ah ben l'ère du témoin, c'est fini ». Certes, l'ère du témoin, elle se termine pour les survivants de la Shoah, parce qu'on a un phénomène d'ordre biologique et on a pleuré ces dernières années, vraiment pleuré pour de vrai, les grandes figures qu'étaient Simone Weil, qu'était Im Kirtész, qu'était Aaron Appelfeld dernièrement, qu'était Elie Wiesel d'une autre façon, mais c'est vrai qu'on va assister à la fin de tous ceux qui ont été les victimes de la Shoah sont désormais des survivants très âgés, très peu nombreux, et très probablement vont disparaître. Mais ce n'est pas du tout la fin de l'ère du témoin. Moi, j'avais intitulé ce livre, ça m'amusait, souvent je m'amuse toute seule, en parodiant le livre de Nathalie Sarraute, L'ère du soupçon. L'ère du soupçon, c'est le manifeste du nouveau roman. C'est la fin du récit et c'est la fin du personnage. L'ère du témoin, c'est le contraire de l'ère du soupçon. C'est que du récit, que du personnage, et ça n'est pas près de s'arrêter. Alors je vais faire retour rapidement à nos trois imposteurs. Wilkomirski et Misha de Fonseca. Ils choisissent d'être des enfants juifs persécutés
parce que quand ils élaborent leurs histoires, le juif, et en particulier l'enfant juif, est la figure indépassable de la victime, et ils se sentent victimes. Quand Wilkomirski écrit ces fragments, le monde vit sous l'empire du traumatisme, et c'est le titre d'un ouvrage de Didier Fassin et de Richard Reichmann, qui lui est en même temps psychiatre, psychanalyste et spécialiste du Cambodge. Le cas d'Henrique Marcot est un peu différent. C'est difficile, voire impossible, de se prétendre juif dans une Espagne où les juifs ont été expulsés à la fin du XVe siècle et où ils ne sont aujourd'hui excessivement peu nombreux, peut-être une poignée. Reste qu'il est possible de se prétendre concentrationnaire et de faire une nouvelle carrière qui vous procure visibilité et honneur. Car le témoin victime, on reçoit visibilité, un quart d'heure varolien qui pour certains a duré 20 ans, et honneur. Cette place dit beaucoup sur l'époque qui est la nôtre. Elle valorise la parole subjective et l'opinion. Et elle se caractérise, et c'est pour ça qu'on est inquiet de la disparition des derniers témoins, parce que François Hartog a appelé le présentisme, et qui est décrit un peu autrement, mais c'est la même chose, par le romancier Olivier Rollin dans son roman Tigre en papier. Dans sa jeunesse, et la jeunesse d'Olivier Rollin était aussi la mienne, peut-être celle, je soupçonne que c'était celle aussi de quelques autres qui sont dans la salle, le monde, disait Rollin, était comme transfiguré par une puissance qui reliait chaque événement, chaque individu, à toute une chaîne ancienne d'événements et d'individus plus tragiques. Aujourd'hui, il semble qu'il n'y ait plus que du présent, de l'instantané même. Le présent est devenu un colossal fourmillement, une innervation prodigieuse, un Big Bang permanent. Donc c'est effectivement le présentisme qui fait que l'histoire doit être toujours présente par la parole du témoin. Mais c'est aussi quelques faiblesses collectives que pointe Ravir Cercas. Et Ravir Cercas dit dans L'Imposteur, dont je vous conseille vraiment la lecture, que Henrique Marcot a été le produit de deux prestiges parallèles et indépensables, le prestige de la victime et le prestige du témoin. Personne n'ose mettre en doute l'autorité de la victime, personne n'ose mettre en doute l'autorité du témoin. C'est un retrait pusillanime, écrit-il, devant cette double subordination, la première d'ordre moral, on n'ose pas mettre en cause la victime, la seconde d'ordre intellectuel, et c'est ça qui a fait le lit de l'escroquerie de Marcot. Alors je vais conclure pour qu'on ait un peu de temps pour la discussion. Le témoin, ou plus exactement le témoignage, c'est-à-dire ce que le témoin énonce sur divers supports, est bien une source pour l'écriture de l'histoire, où c'est une voix qui rend sensible le passé. On peut se demander si l'inflation du témoin et les usages qui en sont faits aujourd'hui ne contribuent pas au risque d'oublier de l'histoire, alors qu'on a le sentiment qu'au contraire, ils sont là pour dire l'histoire. Voilà, j'ai terminé.